Merci. Merci. Donc, je disais que la notion de pays urbain, surtout si elle est articulée aux politiques sociales, pose un problème. Pourquoi? Parce que, et je parle sous le contrôle d'un connaisseur, de l'occurrence Mohamed, parce que la question du pays urbain, la notion du pays urbain, est une notion qui désigne d'abord un territoire. Alors ce territoire, c'est un périmètre communal, c'est toute la Tunisie, c'est loin du centre, enfin, c'est autour, c'est la périphérie de l'urbain. Et donc, d'un point de vue sociologique, me semble-t-il, c'est plus, je dis bien d'un point de vue sociologique, c'est plus une notion, pardon, une pré-notion, qu'une notion sociologique, qu'une réalité sociologique, voire une notion sociologique. Pourquoi? Parce que ces territoires agrègent des populations où il y a aussi bien de l'habitat spontané, alors évidemment, peut-être que dans le cadre du débat, vient bien sûr la terminologie, habitat spontané, périurbain, habitat non réglementaire, habitat illégal, ce ne sont pas les termes qui manquent. Pour ma part, je pencherai pour la notion qui me paraît la moins controversée, celle d'habitat populaire non réglementaire, dans ce texte. J'expliquerai pourquoi. Alors, sans trop m'attarder sur la terminologie, mais juste assez pour vous expliquer pourquoi j'ai pris le parti que j'ai pris dans ce texte, je dirais que sur les travaux sur le périurbain, je me limiterai aux travaux tunisiens, tels que les travaux sur l'habitat spontané périurbain, les travaux de Chechel et du district, ou bien ceux sur Sfax, tels que la thèse de Asma Baklouti, les quartiers périurbains du Grand Sfax, soutenue en 2004. Dans ces travaux, nous avons, disons, deux exceptions du périurbain, qui sont assez éloignées l'une de l'autre. Moi, je tiens les travaux du district, par extension, c'est l'habitat spontané périurbain. Vous avez une définition, je ne vais pas vous assommer, mais simplement dans ce livre, L'urbain en Tunisie, son ouvrage le plus récent, vous avez à la page 86 une définition de l'habitat spontané périurbain, qui l'oppose à l'habitat spontané de première génération, qu'on appelle couramment les gourbilles, par l'origine urbaine des habitants, par l'achat préalable du sol et par la construction en lieu. Je vais très vite, il y a bien entendu d'autres caractéristiques, mais nous avons là affaire à un processus de formation d'un type d'habitat qui abrite donc des catégories populaires et qui s'est formé selon des processus assez connus et assez bien étudiés, et où, de manière générale, c'est d'abord l'habitat illégal qui est ensuite régularisé, entre guillemets, par le biais de la réhabilitation, etc. Quant à Asma Baklouti, elle va dans une autre direction. Elle s'attarde davantage sur l'aspect périurbain, c'est-à-dire, nous dit-elle, en dehors du périmètre communal. Périurbain associé, je la cite, pour une partie de ces manifestations en caractère spontané, et donc le plus souvent anarchique. Et là, évidemment, le terme anarchique me fait hérisser, parce que dans cette terminologie, il y a un présupposé qui consiste à nier les compétences, les savoir-faire des habitants. Et là aussi, c'est un objet de débat qui est, à mon avis, important pour les sciences sociales, sachant que pour les sciences sociales et pour les politiques sociales. Sachant qu'il y a peut-être lieu, on reviendra dessus dans le débat, de casser un peu les frontières aussi politiques de l'habilitation, politique de lutte contre la pauvreté, politique d'insertion professionnelle, et au bout du compte, comme le montrait une étude récente sur la réhabilitation, quand vous réhabilitez 100 quartiers, au bout de 15 ans, vous vous retrouvez avec 120 quartiers à réhabiliter. Pourquoi? Parce que probablement, il y a aussi cette absence de politique intégrée, de politique sectorisée, qui fragmente le social en petits bouts, santé, éducation, etc., etc. Et donc là, c'est un vaste chantier sur lequel je pourrais revenir dans la suite.
la discussion. Bon, sans me perdre davantage dans ces définitions, je dirais simplement que nous avons affaire à des définitions qui sont assez, disons, qui n'identifient pas le même phénomène. Nous avons donc affaire à des définitions qui ne recouvrent ni les mêmes phénomènes, ni les mêmes processus. Entre Moshe Tchep, qui cherche à étudier le processus de fabrication de l'habitat spontané périurbain et les différentes filières de fabrication de ce type d'habitat, et Asma Bakhlouti qui s'attarde davantage sur la... Je ne dis pas du tout cela pour déprécier qui que ce soit. Je suis simplement en train de mettre deux points de vue, deux approches différentes sur donc je disais donc, voilà, j'ai pris donc le parti dans ce petit texte de parler de l'habitat non réglementaire, de l'habitat populaire non réglementaire. Habitat populaire non réglementaire, périurbain non réglementaire. Pourquoi? Parce qu'au moins cela me permet de désigner une réalité qui se rapproche, hein, ce qui pourrait être une réalité sociologique, une construction sociologique. Pourquoi? Parce que même là aussi c'est compliqué. Parce que notre dernière enquête sur Tadam et Douarij, on a bien vu que Tadam et Douarij, ce n'est pas tout à fait le même. On est là aussi un peu dans la préconstruction. Mais disons que ça limite un peu les dégâts de parler au moins d'une catégorie, de catégorie populaire dans le cadre d'habitat spontané ou, comme je l'ai dit, non réglementaire périurbain. Deuxième observation, et après j'expose un peu disons, je soumets au débat certaines de mes conclusions. Sur les politiques sociales. Bon, alors les politiques sociales, là, c'est d'abord, c'est très vaste. Parler de l'État social, pour moi, c'est prétentieux. Je n'ai pas cette prétention. Il faut vraiment dominer, ça brasse très large. C'est les politiques de lutte contre la pauvreté, c'est la protection sociale, c'est l'insertion professionnelle. Je dis, hein, on peut tenir, de quoi tenir pendant 3 jours. Donc, loin de moi cette prétention, je me limiterai simplement à quelques petites remarques. Premièrement, je pense que parler, à mon avis en tout cas, parler des politiques sociales après 2011 implique une certaine précaution. Pourquoi? Parce que entre 2011 et 2015, on n'a pas pu observer une mise en œuvre de façon significative et pertinente d'une quelconque politique. Cela me paraît être un délai trop court, même si on a des orientations, cela est insuffisant parce qu'entre les orientations et leur mise en œuvre, il y a souvent un manque. Et donc, parler de politique rien qu'à partir des orientations me paraît quelque peu fragile comme option. D'autant plus que ces politiques sont en phase de révision. J'ai regardé un peu les politiques sur je prendrai juste ces 2 exemples très rapidement sur les nouveaux programmes concernant les dispositifs d'emploi particuliers des jeunes. Bon, on est encore à essayer, entre le chèque d'employabilité qui est censé améliorer l'employabilité des jeunes, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on le met en œuvre, donc c'est trop tôt pour savoir. Entre le maintien du SIVP provisoirement, le SIVP c'est le stage à l'insertion de la vie professionnelle qui comporte 2 catégories. Une catégorie s'adressant aux diplômés de l'enseignement supérieur, une catégorie s'adressant aux qui sont orientés à l'enseignement secondaire. Bon, donc on est dans des révisions qui ne sont pas encore achevées, allègement du dispositif, etc. Mais quand on discute avec les décideurs, eux-mêmes, ils ne voient pas encore très clair dans ces politiques. Donc, de quoi parle-t-on? Cela reste à voir. Quant à un deuxième exemple, puisque nous parlons du quartier d'habitat non réglementaire, périurbain,
j'ai regardé là aussi, bon, je vais m'arrêter là sur les exemples parce que sinon on ne s'en sort pas, sur la réhabilitation urbaine, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une agence en Tunisie qui s'appelle l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine qui s'occupe en gros de tout ce qui est rénovation et réhabilitation des quartiers spontanés, mais aussi les minables, enfin tous les tissus qui ont besoin d'une certaine restauration. Bon, ceci étant, cette réhabilitation est d'abord physique, elle porte sur les équipements, elle porte sur la voirie, sur les VRD, etc., mais elle porte très peu sur la réhabilitation, j'allais dire symbolique, qui est peut-être plus importante que la réhabilitation physique. Autrement dit, reconnaître ces populations, leur donner droit à la participation, à la prise de décision, etc. Et là, nous rejoignons une tendance qui traverse les politiques, pas seulement les politiques de réhabilitation, mais toutes les politiques sur lesquelles je reviendrai dans un moment, cette option de décider par le haut, cette option qui consiste à nier les compétences des habitants, ils n'y connaissent rien. C'est souvent une vision techniciste, parfois économiciste, comme on le voit par exemple dans les programmes mis en œuvre par la BTS, la Banque tunisienne de solidarité, qui distribue des microcrédits. Et c'est d'abord une question d'efficience en termes de... On a distribué tant de microcrédits, on a récupéré tant, etc. Le suivi des bénéficiaires, la manière dont cela se passe au niveau des bénéficiaires, la réplicabilité des expériences, tout cela ne fait pas partie de la priorité de ces politiques. Donc, j'étais en train de dire pour les politiques de réhabilitation. Alors, pas grand-chose, on continue à faire, et même politiques sous des appellations différentes. Alors, c'est les programmes de réhabilitation des infrastructures dans les quartiers populaires qui devaient s'achever en 2012, théoriquement, et qui continuent encore. Donc, c'est la réhabilitation, que je vous ai dit, physique. Il n'est pas question, par exemple, de savoir quel est l'impact de ces politiques 10 ans après sur la mobilité des populations. La Lune ne s'intéresse pas à ces questions-là, que je sache. Dans quelle mesure est-ce que les populations ont-elles été maintenues sur place? Dans quelle mesure est-ce que cela a généré des activités sur le quartier? Quelle est la part de ces politiques par rapport à d'autres politiques? Parce qu'à côté de l'habitation, on pouvait très bien avoir des quartiers qui ont connu une mobilité sociale. Et donc, c'est un peu les limites de ces évaluations, dans la mesure où, si vous n'intégrez pas un ensemble de variables, vous risquez d'aboutir à des conclusions qui s'écartent un peu de la réalité. Et puis, donc, 2013, programme de réhabilitation, intégration des quartiers d'habitation. On a changé le nom et on a changé un peu les composantes. On a toujours les composantes physiques, enfin, etc. On a ajouté une amélioration de l'habitat. On ne sait pas trop ce que c'est. Locaux industriels dans ces quartiers. Bon. Je ne prétends pas, encore une fois, réduire ces politiques. Il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour... Je prétends simplement montrer cette idée que même s'il y a des changements, nous restons toujours dans la même perspective, dominée par une certaine techniciste, une vision par le haut et une vision donc, qui n'associe pas, qui n'intègre pas les habitants et les acteurs, comme dirait Agnès Deboulet et Isabelle, les acteurs ordinaires, entre guillemets. Il en résulte donc le parti que j'ai pris dans ce texte, au lieu d'interroger les politiques, je ne sais pas encore où on va avec ces politiques-là, c'est un peu tôt à mon sens, j'ai essayé plutôt de voir, d'où d'ailleurs le titre, j'ai changé le titre, j'ai appelé ça des logiques
les logiques des politiques sociales, des logiques des politiques sociales vers leur appréhension par les acteurs ordinaires. Nouveau titre de ma communication, que je propose de développer. Alors, évidemment, j'ai toujours un problème. Combien de temps? Très bien. Donc, je vais essayer dans... Parce que là, sinon... Tu termines directement moi. Merci. Merci. Un petit prix après. Merci. Donc, alors, politique. Alors, il y a une première idée que j'ai toujours eu cette idée, mais elle était restée un peu, voilà, en filigrane. Je l'ai jusque-là peu développée. Et cela traverse le temps. C'est pas 2011. Elle est là depuis mes premières enquêtes sur le merci, excusez-moi. Depuis mes premières enquêtes sur les politiques urbaines dans ces quartiers, j'avais remarqué dans une de ces enquêtes que en faisant une enquête sur ce qu'on appelait les restaurants du Ramadan. Un moment, c'est amusé, l'équivalent des restos du COP, mais c'est pas du tout la même chose, organisé par des cellules du parti, ou bien par des soi-disant des associations indépendantes, mais qui sont souvent affiliées au parti. Et donc, je m'étais proposé d'observer deux restaurants du Ramadan, un dans la banlieue, tous les deux dans la banlieue nord, se situent dans la banlieue nord, un qui se situe à la Goulette et l'autre qui se situe au Cram-Ouest. Cram-Ouest, quartier d'habitat spontané, qui a toujours eu des problèmes de reconnaissance par l'État, de reconnaissance par les autorités. C'est l'habitat spontané. Il y a toujours eu cette peur d'être déguerpi, de ne pas pouvoir rester vivant un peu dans une certaine angoisse par rapport à cette question. La réhabilitation étant un début de reconnaissance par l'État. Et puis, la Goulette, les citadins qui ont toujours eu une certaine reconnaissance de la part des autorités, se traduisant par des relations, par exemple, avec les assistantes sociales, qui se rendent chez ces familles, etc., alors que de l'autre côté, les assistantes sociales refusaient d'aller dans certaines parties du quartier. Par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Bref, ce qui m'avait frappé, c'était déjà d'avoir la même politique et des attitudes différentes, que j'avais appelées attitudes. Alors, dans la Goulette, c'était une attitude de, comment j'ai appelé ça, commençant par le carabou, c'est plus simple, j'avais appelé ça une attitude d'adhésion-revendication, dans une posture attentiste, en attente de l'État, un certain nombre de biens, un certain nombre de services, et c'est à la fois une attente et en même temps la revendication de quoi? La revendication de plus, c'est-à-dire une démultiplication de la demande. Les choses intéressantes, ces habitants revendiquent leur situation d'assisté. Ils l'assument. Ils la revendiquent, ils l'assument. Quand ils vont au restaurant du Gaulle, ils sont là, ils ne s'en cachent pas. Ce n'est pas un sentiment de honte, c'est un sentiment de je suis assisté et j'ai des droits. Donc, attitude d'adhésion-revendication, à laquelle s'oppose une attitude que j'avais appelée un sentiment de gêne-honte. Gêne et honte à la fois. Gêne parce qu'on ne va pas dans ces restaurants. On préfère venir chercher... on préfère venir chercher les repas avant la rupture du jeûne. C'est une population qui souvent n'assume pas leur situation d'assisté. Parce qu'ayant connu un déclassement social, enfin pour un tas de raisons sur lesquelles on peut revenir, mais voilà. Je voulais simplement dire par là que
Ces politiques, donc, se sont illustrées, premier exemple, par le fait d'offrir les mêmes prestations à tout le monde de la même façon, sans prendre en compte les attentes, les aspirations des populations. Et ça, c'est la meilleure manière de dire que de toutes les façons, les bénéficiaires, ils sont tous pareils. Et puis voilà, on ne va pas chercher à savoir quelle est la différence entre le Graham Ouest et le Graham Est et la Goulette et tous ces gens. Deuxième exemple, très rapidement, que je résumerai, mais il me paraît important, c'est les politiques de réhabilitation. Et là, il s'agit plutôt de rénovation, un exemple que je vais donner. Rénovation d'un quartier d'habitat qui s'appelle la Petite Sicile. C'est souvent la Goulette, à un certain moment. Il y a eu une opération d'urbanisme qui a consisté à j'allais dire déguerpir de manière brutale ces populations. Quelque part, on va vous installer au Graham Ouest. Sachant que par la suite, quand j'ai fait mon enquête, il y avait déjà des problèmes entre les deux communautés. La communauté Graham Ouest et la communauté de la Goulette. Il y avait toujours eu des problèmes, des conflits, des tensions et des conflits. Et là, on s'est dit, de toutes les façons, on va les installer. Voilà, le problème est réglé, c'est l'habitat des sols, puis voilà. Résultat, on a créé un problème là où il n'y en avait pas. Je m'explique, cette petite site, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que la population, il y avait deux catégories de population. Une catégorie qui était solvable, entre guillemets, donc qui pouvait entrer dans des communes organisées. Bon, c'est là où on les a fait accéder donc, à des habitats, des crédits, et on avait appelé ça cité l'Had el-Jadid. Pas très original, donc cité de la nouvelle ère. Et puis, l'Had el-Jadid, bon. Et puis les autres, alors là, les autres, c'était dramatique. C'était une soixantaine de logements. On avait dit, voilà, là, c'est des gens qui n'entrent dans aucune formule. Bon, on va voir. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a une stigmatisation qui va se construire, qui va se focaliser sur ces populations, et qui fait que, bon, au bout du compte, les gens, alors ça c'est très fort, des gens qui habitaient tous la Petite Sicile, c'était des voisins qui, du jour au lendemain, sont à couteau tiré, parce que là, ce sont deux groupes, on est vraiment dans la naissance de deux groupes sociaux qui s'affrontent, avec des symboles, des référents, etc. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu continuer, parce que Raïs Chab ne voulait pas me laisser, le président de la cellule d'Estoulienne, voyant que ça prenait une tournure, parce qu'il y avait aussi des histoires de gens qui squattaient dans ces rues. Donc, ils ont dit, bon. Et là, chose intéressante, on est vraiment dans un télescopage de logique. Non seulement c'est des politiques pas lourdes, mais c'est le télescopage des logiques. Pourquoi? Parce que entre la rue qui voulait de toutes les façons récupérer ces logements, que ces gens payent, etc., qui s'inscrivaient dans une perspective, j'allais dire, d'efficience économique, etc. Et le Mohamed, le délégué qui voulait régler un problème de gens qui risquaient de se trouver dans la rue, on était constamment dans des va-et-vient, dans des tensions. Parfois, il faisait plaisir à la rue en faisant des guépilles de famille, mais après il s'installe. Enfin bon, bref, c'est pour ça donc qu'on m'a dit, bon voilà, vous avez fait le tour de la question. On a fait circuler que je suis quelqu'un de l'administration, que je viens pour espionner les gens et que donc du jour au lendemain, plus personne ne voulait de moi. Cette prise de conscience de l'importance, ou plutôt de ces logiques et de l'importance de dépasser ces logiques s'est renforcée à la faveur de la dernière enquête à travers le Touarish, la vétérinaire Hayat Mohamed Ali et Olfalano. Et donc là, si vous voulez, moi, parmi les choses qui m'ont frappé dans cette enquête, c'est qu'en additionnant alors, les parcours scolaires, l'insertion professionnelle, le rapport au quartier,
On est en plein dans des politiques vraiment qui passent à côté, parce que là, on le voit dans les discours, on n'a pas le temps de le développer là, on le voit très bien dans les discours des gens, et là vraiment, c'est, je veux dire, si la crise, si la notion de crise, d'État-providence a un sens pour nous, ce serait celui-là. C'est-à-dire deux choses pour aller vite, parce qu'il me reste plus de temps, deux choses. Premièrement, ces politiques pas de haut qui n'intègrent pas, ces politiques qui sont... Et donc, pas de haut, il faut aller jusqu'au bout de l'idée. Pas de haut, cela signifie donc que les jeunes, enfin les habitants du quartier, en l'occurrence les jeunes, ne se les approprient pas. Il y a un gap entre l'État et les bénéficiaires de ces politiques. Ce n'est pas seulement les procédures administratives, etc. Bon, il y a peut-être de ça. C'est surtout la vision d'un État dominateur, d'un État qui est loin. Alors, je n'entre pas dans les détails parce que si on avait le temps, on le verrait de manière extrêmement précise au niveau d'un bureau. Un bureau d'emploi que j'ai observé à Douarich, et où vous aviez ces politiques, mais ces politiques sont incarnées par des personnes, et ces personnes n'ont pas les mêmes logiques, entre la logique bureaucratique, entre guillemets, la logique empathique de celui qui cherche à faire revenir le jeune, à le faire entrer dans un dispositif. Il y a un monde, et ça, on le voit quand on entre dans un bureau. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, c'est toutes ces dimensions qu'il s'agit de revoir. Dans quel sens? Dans le sens, et je m'achemine vers la conclusion, dans le sens de casser les frontières entre les politiques. C'est tout. Moi, ma conclusion, c'est que, ma première conclusion, c'est que ça n'a plus de sens. Il faut des politiques territorialisées. Quand je travaille sur Rotterdam, je travaille sur un quartier qui a telle et telle caractéristique. Cela n'a pas beaucoup de sens, avec tout le respect que j'ai pour la réhabilitation, qui sauve sans doute des situations, qui arrive à rendre un peu le tissu urbain, à recoudre, je n'aime pas le terme, mais je ne trouve pas d'autre terme, le tissu urbain, à intégrer, ne serait-ce que sur le plan physique et urbain, ces populations. Mais après, bon, qu'en est-il de la génération des jeunes? Est-ce qu'ils vont rester sur place? Est-ce qu'il y a des formules qui prévoient des programmes de logement, des programmes de location? Je ne sais pas trop. Qu'en est-il des jeunes qui en trouvent du travail mais qui n'ont pas de logement? Qu'en est-il des jeunes qui ont un logement mais qui n'ont pas de travail? Qu'en est-il des jeunes qui sont obligés de rester avec leurs parents jusqu'à l'âge de 35 ans? C'est tout cela qu'il faut prendre en compte. J'irai plus loin encore en disant que tout cela ne sert à rien si le rapport au quartier n'est pas réhabilité. Et ça, je le dis dans le texte de l'enquête. Le rapport au quartier, c'est-à-dire que ces jeunes vont jusqu'à réclamer un rapport, j'allais dire, de reconnaissance par les autorités, y compris, et d'abord par les forces de l'ordre, parce que ce qu'on ne voit pas, et c'est pour cela que j'insiste beaucoup sur ces politiques multidimensionnelles, ce qu'on ne voit pas, c'est que si vous avez un quartier de relégation, un quartier de stigmatisé, où on est un peu captif de son quartier, toutes les autres politiques ne vont pas faire avancer la situation des jeunes, parce qu'ils vont rester constamment là où on pense qu'il y a une ouverture sur les autres quartiers. Ils sont fondamentalement enfermés dans leur quartier. Donc, encore une fois, c'est dernière chose. J'ai appelé ça vers un autre mode de gouvernance. Là, c'est un peu les politiques par nous, vues par nous. Donc, c'est ce qui. Quand je dis vers un nouveau mode de gouvernance, j'entends ce que les acteurs ordinaires demandent.
Qu'est-ce qu'ils nous demandent dans les enquêtes? Qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment une nécessité de les associer, de se concerter. L'enquête récente que j'ai citée, qui porte sur la réhabilitation, ne dit pas autre chose. Juste cette petite citation des auteurs de cette enquête. Si l'information des habitants sur les projets est relativement satisfaisante, leur participation est au contraire faible ou absente. Les habitants déclarent ne pas avoir été associés à la conception des projets et à leur réalisation. Cette enquête date de 2014. C'est la plus récente enquête que je connaisse sur la question de la réhabilitation urbaine. Les habitants déclarent ne pas avoir été associés à la conception des projets et à la réalisation. On ne relève aucun effort de concertation sur la définition du projet et sur les options d'aménagement ainsi que sur le contenu des actions menées. Et on peut multiplier les exemples sur d'autres pans de ces politiques, sur d'autres domaines de ces politiques. Bon. Et puis, dernier point, moi je vais m'arrêter là, je pense que peut-être qu'on aura le temps de le dire. Dernier point. Alors, on dira oui, bon, mais ces acteurs ordinaires, comment est-ce qu'on va les prendre en compte dans ces politiques? Ben justement, on les prend en compte dans ces politiques en écoutant ce qu'ils nous disent, ce qu'ils demandent, en essayant de répondre à leurs attentes. Entre autres, par le biais en les associant, mais aussi en ayant des politiques intégrées qui dépassent ou qui tentent de dépasser un tant soit peu ces frontières, et puis en regardant un peu, parce que si vous n'intégrez pas leur manière de voir, leur vision, vous n'y êtes pas. Je donne juste cet exemple, et je vais revenir là, sur la citoyenneté, par exemple. La notion de citoyenneté, quand on a posé la question, tu le sais bien, sur la question du travail. Et alors, est-ce que tout le monde a droit au travail? Ah oui, bien sûr. Aussi bien filles que garçons. Oui, mais quand même, bon, les filles, hein, bon, ne sont pas les plus concernées. Et on a quelque chose dans l'enquête de quelque chose comme 20% des jeunes, c'est des jeunes, des Milgadol, qui pensent que pour différentes raisons que le travail des filles, c'est secondaire. Bon. Alors, je vais trouver la même chose dans d'autres quartiers. J'ai fait une autre enquête, je n'ai pas le temps de le dire, une autre enquête, c'est pas plus tard que cet été, dans d'autres quartiers, à Belarus, Khaireddin et à Sidi Hassim. Et concernant le travail, c'est à peu près les mêmes arguments qu'en tout. C'était une enquête qualitative, mais à peu près la même chose. Tout cela pour dire quoi? Pour dire la chose suivante, et je m'arrête là, que cela ne sert à rien, à bon sens, de repenser ces politiques si on n'intègre pas la vision des jeunes, la vision j'allais dire, des bénéficiaires de ces politiques, de manière à la faire évoluer, parce que entre ceux qui sont pour le travail plus ou moins, donc ce que j'ai appelé une citoyenneté à géométrie variable, il y a ça. Ceux qui vous disent que de toutes les façons, moi j'ai plus le droit en tel parce que j'ai un diplôme. C'est une autre formule de cette citoyenneté à géométrie variable, etc. Donc, si, c'est vraiment cela, l'état de ma réflexion, c'est, je résume, c'est casser les frontières, prendre en compte les attentes et intégrer les attentes dans ces politiques. Sinon ben, je pense qu'on continuera à... peut-être que je reviendrai dans 5 ans pour redire la même chose, ce que je n'espère pas. Je vous remercie.